Bonsoir, Ah, Massira. oui, excusez-moi, je vais pas vous déranger très longtemps. Massiva, bien sûr, c'est mon pseudo, même si c'est un prénom berbère, parce que je suis berbère du Rif. Je suis née dans le Rif au Maroc. Et je suis souvent les vidéos de Jacques qui me reconfortent et ces vidéos me font énormément du bien déjà. C'est la première fois que je prends la parole. Donc, même si je suis née dans le Rif, en fait, on est venu en France dans les années 60. Moi, je suis née en 1968, donc je suis arrivée en France, j'avais à peu près 8 ans, on va dire, aux alentours de 8 ans. Sauf qu'on est retourné en vacances dans le Rif. En fait, c'était pour me marier et j'avais 13 ans. J'avais 13 ans avec un homme que je ne connaissais absolument pas, mais qui faisait partie de la famille. Déjà pour moi c'est très traumatisant d'en parler. Un homme qui était beaucoup plus vieux, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 40, 50 ans, je ne sais pas. Et je pense que j'ai été mariée quand même pour une somme d'argent. Je vous le dis en toute sincérité, j'en ai pas vraiment la preuve. Je pense que j'ai été vendue ma virginité, comment. Mais bon, la chance que j'ai eue, parce que même si je n'étais pas de nationalité française, comme j'avais fréquenté l'école française, euh, j'ai des gens au Maroc que ce sont aussi des familles berbères là-bas, qui étaient peut-être un peu plus civilisées, qui étaient sensibles à ma détresse, qui ont fait des démarches au niveau de la France et notamment de l'ambassade, alors que je n'étais pas de nationalité française encore une fois. J'ai eu des associations qui m'ont aidée et à peu près environ 5 ans après mon mariage, en fait, j'ai quitté le Maroc illégalement avec une association qui m'a ramenée en France, où j'ai obtenu des papiers français, où j'ai eu une nouvelle identité, c'est-à-dire un nouveau prénom, un prénom français, un nom de famille français. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai 55 ans et je suis coupée, mais complètement de la communauté maghrébine ou musulmane. C'est-à-dire que je n'ai pas un seul ami musulman, je n'ai pas un seul ami arabe, pour la simple raison, c'est la peur et le traumatisme. Je veux dire, même dans mon travail, quand je côtoyais des collègues qui me disaient, oui, moi je suis algérien, je suis marocain, moi on me pose pas la question de je suis à cause encore de mon nom, hein. Voilà, c'est comme si je m'appelais Dupont, si vous voulez. J'ai un prénom aussi très gaulois. Et donc, on me pose pas trop la question à savoir d'où je viens, ou alors ça m'est arrivé de mentir, de donner des pays, Amérique latine ou ailleurs, parce que je suis légèrement typée quand même. Mais en revenant à mes collègues de travail, parce que j'ai peur. En fait, j'ai peur. Je sais pas pourquoi. J'ai peur. J'ai peur de mon ex-communauté. Alors, peut-être qu'elle m'a rien fait, mais je pense que c'est le traumatisme. C'est ce qu'ils disent les psychiatres qui me suivaient à l'époque quand j'étais petite. Parce qu'il faut savoir que quand on se marie à 13 ans, et ça, les images, je les ai encore dans la tête. Vous savez, on rentre dans une pièce, il y a plein de gens là, avec ils vous accompagnent. En fait, c'est pour perdre la virginité parce que vous la perdez pas, hein. Je veux dire, vous êtes dans une pièce, ils font rentrer l'homme, il a fait son affaire, et puis tout le monde sort. Avec la serviette et du sang, mais personne s'occupe de l'enfant, quoi. Je sais pas comment vous, je sais pas si vous comprenez, je sais pas. Allô? Vous Merci, êtes madame. encore là? Merci, Non, merci, non, c'est pas une question merci de beaucoup. merci, c'est pour vous dire le traumatisme. Le Oui, traumatisme, alors que moi, je n'avais pas 9 ans, je n'avais pas, j'avais 13 ans, je jouais à la poupée. Est-ce que vous savez, jouer à la poupée et être trahi par ses propres parents? Ça, ses propres parents. Parce que souvent, on ne dit pas ça, mais souvent, il y a des moyens financiers derrière ces mariages-là. Il y a de la finance. Il y a des moyens financiers. C'est tout. C'est merci, tout. Et madame, pour pour votre vous dire que courage. j'ai quitté l'islam, hein, je vous le dis en toute sincérité, j'ai quitté l'islam, bon, il y a très longtemps, mais je vis cachée. C'est pas que je risque quelque chose, je pense que je risque strictement rien grâce aussi à mon nouvelle identité, mais je vis cachée, c'est moi qui a peur, c'est au fond de moi, c'est moi qui a peur. C'est moi. Et donc, je vis cachée depuis des années et je n'ai jamais revu, bien sûr, mes parents, jamais, ni mes frères et sœurs, jamais, 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 jamais.
J'ai jamais revu personne. C'est comme si j'étais morte. Vas-y, Morte, Amir. je suis Amir, il revenue à veut la dire. vie. Oui, merci, madame. Amir, il veut te dire quelque chose. Vas-y, Amir. Oui, Oui, bien sûr. rapidement, Massiva. Écoute-moi, juste un truc. J'ai un Discord, un serveur qui s'appelle le Cercle des Apostats. Et Oui, je suis des une personnes, apostate. voilà, des personnes comme toi, il y en a. Euh, et on est là pour se soutenir et soutenir ces personnes-là. Il y a des spécialistes aussi qui sont avec nous. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si tu as besoin de parler. Voilà. Oui, 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 pourquoi pas. Mais il faut dire aussi quelque chose que je vais dire parce que vous savez, je me suis pas radicalisée dans l'islam, mais je me suis radicalisée en fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que je, je vous le dis en toute sincérité, je sais pas encore une fois. Par exemple, j'ai toujours été attirée par les extrêmes, c'est-à-dire l'extrême droite. Dès que j'ai pu voter, j'ai toujours voté à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. Encore, c'est pas parce que je suis raciste ou que je suis anti-arabe ou que je suis anti-islam. C'est ma façon de me venger, c'est ma façon de me battre, c'est ma façon. En fait, c'est une sorte de vengeance quand je vote, vous savez, à l'extrême droite. C'est une sorte de, c'est comme si je cherchais justice quelque part. C'est comme si je cherchais justice parce que je condamne pas uniquement mes parents, mais je condamne en fait toute la communauté. Je condamne toute la communauté. Je condamne pas que mes parents, en fait. C'est que, voilà, c'est devenu Merci, toute la Massiva. communauté. Massiva, merci beaucoup pour ton témoignage. Et comme je t'ai dit, tu peux nous rejoindre si tu veux encore parler. On va essayer Non, il n'y a d'avoir pas de souci. Je vais des pas vous personnes avec déranger. nous. Je vous souhaite une Non, tu très bonne déranges pas, soirée. tu déranges pas. Non, mais donnez le lien des apostats. Je m'y intéresse et j'en connais quelques-uns, mais oui, pourquoi pas. Mais je sais pas trop comment ça fonctionne, moi, TikTok, parce que je suis là depuis un mois, même si je suis maintenant très active. Donnez-moi le lien ou dites-moi sur quoi je dois appuyer. D'accord, je t'enverrai les informations après. Je t'ai rajouté. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée. Vous pouvez me déconnecter. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Salut, Nour Ouais, Louda. salut. Comme je suis une ex-musulmane sunnite, pour vous dire que je suis athée maintenant, pas encore, je suis pas, enfin, j'ai essayé de me rapprocher du Dieu et de commencer à lire tellement que j'entends beaucoup de histoires qui sont... Nour Louda. Oui. Moi, je vois que tu maîtrises bien le français. Et puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas écouté ton histoire. Parce que là, tu avais une histoire qu'on sait que le prophète il a fait, que tous les groupes musulmans qui ont venu après, ils l'ont fait, et comme on dit, c'était Sabaya. Et toi, tu as raconté ton histoire en arabe. Est-ce que tu peux résumer un petit peu ton histoire et Non, raconter pas, ça? pas résumé, mais elle peut la raconter. Oui, si elle veut, bien sûr. Parce que moi, j'aime bien t'écouter encore une fois. Je t'invite et ça serait un honneur pour nous pour moi en tout cas, de réécouter ton histoire en français, si tu le veux bien. Si tu ne veux pas, y a aucun souci, Nour. Non, j'ai pas de problème parce que ça s'est passé et j'ai accepté après plusieurs, comment on dit, débats psychologiques contre moi-même pour accepter ça. J'étais parmi les gens victimes du terrorisme en Algérie. Comme vous savez, il y avait plein de terreaux là-bas. Et je suis d'origine de la wilaya de Ain Dfla. Je veux pas donner mon nom, c'est pas Nour El Houda, c'est pas mon vrai nom. Si je raconte, alors avec mon vrai nom, ça va être peut-être risqué pour ma famille. C'est pour ça que je pars plus en Algérie moi-même. J'ai été parmi les victimes qui ont été pris de la route, exactement à Wadjer, si vous connaissez, entre l'année 1994 et 1995. J'avais 12 ans. Et enfin, quand ils m'ont fait
descendu ou bien monté à ce qu'on appelle les montagnes. Et il y avait plein de groupes de femmes et hommes et tout ça. Et il y avait des consultations, comme on dit, de virginité d'abord, et des questions en plus. Bon, elle m'a demandé, vous êtes musulman? J'ai dit oui. Et il y avait un autre mec qui m'a demandé, dis-moi shahada. J'ai lui dit, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Après, il m'a dit, tu fais la prière? Enfin, mon père, c'était un pratiquant. J'ai lui dit oui, je fais la prière. Comment vous faisiez la prière? Je lui ai expliqué comment faisons la prière. Ça, c'est juste pour rassurer que je suis musulmane. Après, il m'a dit, si tu connais tout ça, pourquoi j'étais pas voilée? Parce que j'avais 12 ans. J'étais jeune. Les personnes avec qui te posaient toutes ces questions, c'était des terroristes dans le maquis. Exactement. Ils m'ont dit, donc tu connais tout ça, pourquoi tu t'es pas voilée? J'ai dit, je suis encore petite. Et puis il y avait une femme qui m'a demandé, t'as eu tes règles? J'ai dit oui, j'ai eu mes règles. Et tout à coup, ils m'ont frappé. T'as eu tes règles, c'est bon, t'es grande. Il faut que tu portes le foulard. J'ai dit d'accord. Bon, le jour même, non, le lendemain, après, comme je vous ai expliqué, une consultation de virginité, ils m'ont fait marier à quelqu'un à l'âge de 12 ans. Quelqu'un que après je savais que c'était ce qu'on appelle le chef de bande, le chef de terrorisme, le terroriste, voilà. L'émir, exactement. En arabe, l'émir. L'émir, donc l'émir, ça veut dire le prince. Donc celui exact. Qui commande la. C'est lui qui prie toutes les vierges. C'est lui qui prend toutes les entre guillemets. Les vierges, les petites vierges, oui. Exactement. Après, j'ai resté avec lui un mois. Il m'a divorcé. Ils l'ont attendu directement quand j'ai eu mes règles. Ils m'ont fait remarier à un autre. Et après, il m'a divorcé. Et j'ai eu mes règles aussi. Ils m'ont remarié à un troisième. Tout ça dans 2 ans. De l'âge de 12 ans à 14 ans. Le troisième, il était, comment on dit, il était tyro mais gentleman, tu vois. C'est lui qui m'a montré comment se sortir. Et dans ces 2 périodes des 2 hommes, j'ai eu deux avortements. Hein. Ils m'ont fait 2 avortements parce que j'ai été enceinte 2 fois. À l'âge même pas de 14 ans. Je sais pas comment ils ont sait qu'il y avait des militaires qui vont faire le truc, ça, je sais pas comment dire en français, en arabe c'est tamshit al-jibal. Un ratissage. Un ratissage. Exactement. Il m'a dit, celui-là, parce qu'il était forcé de partir avec eux, il était un docteur, il avait sa famille, et c'est pour ça il était avec eux, parce que c'était des menaces pour sa famille. Soit tu restes avec nous, sinon on te tue, toi et tes enfants. C'est lui qui m'a dit, aujourd'hui il y a un ratissage, comme vous disiez, si vous voulez s'enfuir, vous trouvez ça, c'est mon histoire, je veux pas dire tout en détail, parce que si je commence à dire tout en détail, jour par jour, si je reste 2 ans en train de raconter, je termine pas. Ça, c'est grosso modo ce qui s'est passé. Il m'a dit, si tu veux t'enfuir, et il m'a montré comment, il m'a dit, tu vas trouver les militaires, tu dis, voilà, je suis flânée, j'ai été parmi les gens, parce que mon père, il a fait une déclaration, que ma fille, elle était parmi les bus qu'ils étaient pris de la part des terroristes. Il m'a dit, juste, tu te présentes, tu dis, t'es qui? Ils vont prendre soin, ils te prennent. Effectivement, c'est ça ce que j'ai fait. Et j'ai sorti. Il y avait, quand j'ai dit, voilà, j'ai trouvé les militaires comme il m'a dit, tout ça. Ils m'ont ramené d'abord à la gendarmerie pour des questions. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était juste des questions. Je vais pas rentrer dans la politique, mais c'était juste des questions qui donnent beaucoup plus d'informations à l'État. Ce qui veut dire, moi, personnellement, ils s'en foutent. Ce qui s'est passé avec moi. Et après aussi, mon père, il m'a remarié à un 4e. C'était un salafi, un ami à lui, qui fait la prière avec lui à la mosquée, comme il m'a dit, istar alik, pour que tu restes pas comme ça. Il était normal, et il était pas vraiment trop méchant, mais moi j'avais une dépression.
C'est pour ça il m'a pas gardé. Il m'a ramené chez mon père. Il a dit voilà, j'ai plus besoin de ta fille parce que c'est une folle. Et voilà, j'étais vraiment trop folle. J'étais pas normale. C'est normal parce que tout ce qui s'est passé avec moi, c'était pas quelque chose de facile. Et après, j'ai sorti de l'Algérie avec un foulard et un sac et mes 2 filles. Parce que j'ai resté une période avec le mec, j'ai eu 2 filles avec lui. Direction la Turquie, là où je connais personne, j'ai fait le réfugié. Une seconde, je parle. J'ai parti, je suis maintenant en Turquie, là où j'ai parti et j'ai fait le réfugié, pas politique, le réfugié humain. Et ils ont pris soin avec tout ce qui est psychologue, tout ce qui est traitement, manger, dormir pour les filles, tout ça. Et même ils m'ont fait rentrer dans une école là où j'ai pris la langue. Comme si j'ai le français et j'ai aussi étudié le turc et je parle un petit peu anglais. Pas un petit peu, je parle anglais. Ils m'ont fait rentrer dans un hôpital là où j'ai commencé à travailler comme traducteuse pour les patients qui viennent pour faire ce qu'on appelle les opérations. Et après, petit à petit, j'ai fait ma société. Je travaille dans le domaine touriste médical, tout ce qui est greffe des cheveux, esthétique et dents. Et voilà, c'est ça, grosso modo. Oh, merci encore une fois, madame. Moi, je savais pas. Au début, ils ont dit que c'était le terrorisme. Mais c'est pour ça que je suis en train de dire que j'ai essayé de me rapprocher du Dieu. Peut-être que il m'aide. Mais quand j'ai commencé à lire Sira Nabawiya, j'ai vu que c'était les manières du prophète Mohammed. C'était l'islam. Au propre sens du mot d'islam. C'était ça l'islam. Après, j'ai dit non, peut-être la hadith et sunna, elle est pas correcte. Je tourne au Coran. Quand j'ai commencé à lire le Coran, déjà, avec Surat al-Baqarah, quand j'ai lu l'ayat ce qu'on appelle فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Moi, bon, j'ai passé, après, j'ai dit qu'il y en a des pays, là, il y a ni le khayt al-abyad, ni le khayt al-aswad. C'est noir dans l'hiver et l'été, c'est le soleil, il y a rien. Et ces gens, comment ils fassent leur ramadan? Alors, il faut que je retourne à Sunna pour voir. À Sunna, j'ai pas trouvé. Ils m'ont dit que ijtihad ulama, ils fassent le ramadan comme les pays qui sont proches. Apparemment, le Dieu ou bien le prophète, ils savaient pas qu'il y a un pays là où il y a pas tellement de soleil. Il est pas normal comme tous les pays. Après aussi, quand je vois que vous êtes en train de parler du mariage du prophète à 6 ans. À l'islam, même une fille à 2 jours, elle peut se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a pas, même, ça veut pas dire qu'elle a ses règles, elle peut se marier. Au Coran, si on lit le Coran, même une fille de 2 jours, tu peux la faire marier. C'est ça le Coran. Il y en a plein de trucs, par exemple de faire la prière. Comment faire la prière? Il n'y a pas. Il faut retourner à Sunna. Et à Sunna, quand tu parles avec l'a'imma ou bien l'ulama, il te dit, il y en a des trucs qui sont pas vrais. Peut-être que comment faire la prière aussi, que c'est pas vrai. Plein de doutes. Alors pour vous dire que j'ai converti à une athée, c'est pas facile. C'est pas facile parce que au début quand j'ai lu le Coran, parce que à chaque Ramadan je lis le Coran, je lis d'une façon comment on dit, je lis d'une façon que ce qu'on appelle pour se rapprocher du Dieu, pour faire les bonnes manières de Ramadan et tout ça. Je comprends pas. Après quand j'ai commencé à comprendre, c'était le choc. Quand on enlève la peur du Dieu et on le lit comme des êtres humains, on le trouve bizarre. Pour vous dire que je suis athée, c'est bon non croyant, tout ça, je suis pas encore
prête ou bien j'ai peur de déclarer ça entre moi et moi. Enfin, mais pour vous dire aussi que je crois comme j'ai cru au début, non. Mhm. Je vois que c'était lui le prophète qui a écrit son sira. C'était lui-même qui a construit le livre et il a collé ça avec ça. Mhm. Et c'est ça ce que je pense maintenant. Merci beaucoup, Merci. Nolwenn. Mihok, Oui, j'ai vu plein de messages revenir qui disent que l'histoire de cette femme n'a rien à voir avec l'islam. Est-ce que tu veux répondre à ça? Ça veut dire bien sûr, ce qui est arrivé à cette femme, ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que je pense que il faut répondre à ça. Et bien sûr. sinon, Mhm. vous avez toute ma sympathie, Nora. Merci. Bien, Merci. bien sûr, si vous voulez, on a des hadiths, on a même dans le Coran. Ici, on parle du Coran, bien sûr, on parle de Aya, wal muhsanati min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum, où le Dieu et le prophète, notre sacré prophète, a autorisé de violer les femmes, de Sabaya Otas, dans ce verset-là. Et même cette tradition-là, les compagnons du prophète, ils étaient choqués quand ils demandaient le prophète Mohammed pour l'expliquer, parce que l'habitude qu'ils n'avaient pas des rapports sexuels avec les femmes mariées. Pour eux, c'était marié. Ils connaissaient même leur marié et tout. Et ils l'ont demandé ça, l'explication à Mohammed. Et Mohammed, il partait chez son copain, Allah. Et il est venu avec un verset coranique qui autorisait le viol de ces femmes-là. Et on a même l'histoire de la mère des musulmans, qu'elle s'appelle Safia bint Huyay, qui était horrible aussi, parce que là, elle a tué tous les juifs de cette région-là, et elle a tué son oncle, son Et frère et justement, son mère. Mehoba, sur ce Oui, point-là, ce que tu viens de dire là, parce que Nora Al-Huda, j'ai écouté son histoire en arabe, mais elle a omis un détail, je ne sais pas ce que tu veux le dire ou pas. Parce que le jour du faux barrage, on appelle ça des faux barrages, c'est-à-dire c'est des barrages routiers, mais faits par des terroristes. Donc le jour où tu as été enlevé, Nora Al-Huda, est-ce que tu veux ou tu veux pas? Si tu veux pas, il y a pas de souci. Est-ce que tu étais seule? Parce qu'une fillette de 12 ans ne voyage pas seule. Non, j'étais avec mon oncle. Mon oncle, ils l'ont tué directement Voilà. sur place. Il était parmi les victimes qu'ils ont trouvées dans la route. Parce que ma maman, elle est algéroise, tu vois. Et j'ai l'habitude de passer les vacances chez ma grand-mère parce que Ain de Flès était un peu enfermé par rapport à Alger. Et parmi mes oncles, moi, j'ai des oncles qui sont chrétiens parce que c'est des Français. Et alors, je m'amuse, je me sens beaucoup plus à l'aise avec eux parce ils n'ont pas le complexe de ne pas sortir, il faut mettre le voile, on va à la plage, on rigole, on sympathise. C'était mon oncle qui est venu pour me prendre. là, et ça ressemble beaucoup à l'histoire de sa fille, quand le prophète a dit, il y avait même un compagnon, et dans cette histoire-là, il y avait un compagnon qui était choqué, parce qu'il surveillait la tente de notre sacré prophète Mohammed, il s'appelle Abu Ayyub al-Ansari, parce qu'il avait peur, comment le prophète pourrait avoir un rapport sexuel avec une femme qu'il a tué son père, son frère et son mari. Comment? Il était choqué qu'on a trouvé le matin, le lendemain, là, il a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Et il a dit que j'avais peur qu'elle va te tuer ou de faire quelque chose avec toi. C'est pour ça que j'étais obligé de te surveiller. Alors le prophète, il a remercié. Et on a beaucoup des histoires comme ça. Ce que je veux passer comme message, si vous me permettez, c'est que nous, quand on parle comme ça, on n'est pas en train d'obliger les gens pour être athées, tu vois. C'est parce que nous, on n'est plus en Algérie et on vit dans des pays qui sont ouverts à toute religion, toute croyance et toutes les gens. Quand tu parles avec quelqu'un, il te traite comme un être humain. C'est pas comme un musulman, bien chrétien, bien juif, bien athée. Ils cherchent pas ça. Ils cherchent de ton comportement et t'es comment, si t'es une bonne personne, et c'est ça s'arrête ici. Nous en Algérie, on n'est pas comme ça.
En Algérie. Tu sais que depuis 14 ans, j'ai rentré en Algérie juste une fois. Merci. Bon, madame, pourquoi je mets le drapeau? Parce que je suis algérien à Mazir. C'est pour ça que je mets les deux drapeaux là. Et il y a des gens qui écrivent, Jack, qu'il y a un attaque à Paris, et avec des gens qui crient Allahu Akbar. Je Oui, sais pas. j'ai lu. L'info vient de passer chez moi. On ne sait pas. Il faut s'assurer de ça avant de donner Non, notre. l'info est juste. Elle est vraie, l'info. Ah oui? Ah, moi, je Oui, sais oui, pas. j'ai vu le tweet de Gérard Darmanin. Donc oui, quelqu'un a crié Allahu Akbar, il a attaqué, je crois, 3 personnes. Ouais. Et Il y a un une personne, ouais, je crois que Il c'est y a un eu un Allemand. mort et des blessés. Voilà, Mm. un Allemand d'origine philippine qui est mort. Et d'autres personnes sont blessées. Allahu Akbar. Eh oui. Oh, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Merci, merci. Bon, Je peux dire un truc ou pas, vite fait? bien Avec sûr, plaisir, Apostat. bien Merci. sûr, mon Par rapport à 2-3 témoignages des musulmans tout à l'heure qui disaient peut-être, non, ça s'applique pas, on est en France, en 2023, plus le témoignage de Nour qui m'a bouleversé, il restera toujours, toute proportion gardée évidemment, parce que chacun a son histoire, une sorte de verrou mental qu'il est compliqué de casser dans sa tête pour soit dire dans ma religion il y a des dégueulasseries, des saloperies que j'ai du mal à assumer, que j'ai du mal à accepter, ou alors le même verrou mental qui empêche de dire j'ai définitivement quitté cette religion. Je suis toujours, malgré l'horreur que j'ai pu vivre ou malgré ce qui a pu m'arriver, il reste un lien peut-être beaucoup plus fin qu'un cheveu, mais il reste un lien quelque part, tellement l'endoctrinement de cette religion, il est puissant, tellement il est fort, il est prenant. Et avec l'attaque de Paris de ce soir, on le voit à quel point, qu'est-ce qui motive une personne à aller en poignarder une autre, comme ça à Paris gratuitement, parce qu'il veut rendre hommage à son Dieu. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment triste. Parce qu'il y a tellement de dégâts humains derrière pour rien. Pour rien. Personne ne gagne la moindre petite chose dans tout ça. C'est triste. C'est vraiment triste. Et Nour, vous avez toute ma sympathie, toute ma compassion, tout mon soutien. Je suis désolé pour vous. J'ai pas d'autres mots malheureusement. Merci de m'avoir laissé Merci. parler. C'est triste. Merci. Merci. Vous êtes très très fort, madame. Je suis vraiment fier de toi, Nour Louda. J'ai pensé ça, mais effectivement, mais ce qu'on dit, pendant les 14 ans, j'ai parti qu'une seule fois en Algérie. Alors, quand on part de l'aéroport d'Alger à Ain Defla, on doit passer par Ouadjar, même si c'était par l'autoroute. Croyez-moi que, désolé de dire ça, mais j'ai fait pipi sur moi-même après presque 6 ans à Ouadjar. J'ai pensé que j'ai dépassé, mais j'avais pas le courage. Mon billet c'était pour rester 15 jours et après le jour même j'ai changé le billet et j'ai quitté. Depuis le jour j'ai pas arrivé à repartir en Algérie. Merci. Salut Amir, bonsoir. Je connais bien la zone. C'est une zone où il y a eu beaucoup de massacres, de faux barrages, comme l'a dit tout à l'heure Jack. Et c'est vrai que rien que de voir le paysage fait peur. Alors là, quand on a vécu quelque chose d'aussi horrible que ce que tu as pu vivre, j'ose même pas l'imaginer. C'est une réaction, je pense, des plus légitimes. Donc, courage à toi et je te remercie. Ça m'a vraiment glacé le sang.
En fait, ton hein, histoire, et j'admire ton n- courage. en fait, nous, je sais pas pour Mihoub, mais en tout cas pour moi et j'imagine pour Amina, pour les autres, nous, on a vécu cette période. Vraiment, on l'a vécu les années 90 en Algérie, donc Ouais, ouais. voilà. On l'a vécu dans le détail. Voilà, et le travail de mémoire n'a absolument pas été fait en Algérie. Absolument pas été fait. Avec l'arrivée de Bouteflika, ils ont voté une loi, Louis Amel Madani, donc la concorde civile. C'est le pardon généralisé pour tout le monde. Voilà, pour passer à autre chose. Et donc, aucun travail de mémoire n'a été fait. Aucun. Je le répète, hein, aucun travail de mémoire n'a été fait. C'est-à-dire les jeunes maintenant, qui ont moins de, je sais pas, qui ont moins de 25 ans, qui se rappellent pas de cette période, ne savent pas. Ne savent pas ce que c'était que cette période. Et ils ne savent tellement pas qu'ils sont complètement crédules à tout discours complotiste. C'est-à-dire que si tu demandes à des jeunes Algériens maintenant, ils vont te sortir des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Comme quoi c'était l'armée, ça n'avait rien à voir avec l'islam, il y avait pas de terroristes. Tu sais, une négation, mais impensable. Et tout ça parce que on n'a pas fait de travail de mémoire. Comme Miro en a parlé la dernière fois, il n'y a pas de mémorial, il n'y a rien, il n'y a rien. Film, des cinémas, des films, voilà. Il y a Ouais. rien, il y a rien. C'est complètement, Même pas de prise en c'est comme si, charge c'est pour comme les si, c'est comme si victimes. ça n'a pas, c'est comme si ça n'avait pas existé. Et Ouais, tu mais sais, moi, ce qui me fait le plus, cette période-là, des faux barrages, des enlèvements, des gens qui sont tués sur la route. Je rappelle quand même à 250 000 morts violentes, et sans parler des blessés, des amputés, des traumatisés à vie. C'est-à-dire, mort violente, on est déjà à 250 000. D'ailleurs, moi, je pense, hein, je pense que tout Algérien qui a vécu cette période est traumatisé. Voilà. Il est en dépression. Peut-être qu'il n'en a pas conscience, mais il l'est. Voilà. Je pense moi-même, je le suis, et peut-être j'en ai pas conscience. Mais moi, je me rappelle cette période, c'est que on faisait tout pour ne pas, pour ne pas y penser. Tu te rappelles, Amina? C'est-à-dire, pour les faux barrages, on racontait des blagues par rapport aux faux barrages. ouais. C'était une Tu forme sais, de, une forme de pardon? lutte. C'était une forme de Oui, lutte. je me rappelle, je crois que c'était à l'été 97. Euh, il y avait vraiment des attaques généralisées sur des localités. On fermait, et les terroristes rentraient dans les localités, ils tuaient presque tout le monde. On avait des soirées à 1000, 1500, 2000 morts par soirée. Et ils piégeaient partout aux alentours pour que personne ne puisse entrer. C'est-à-dire même la police, même l'armée ne peut pas entrer. Et même si elle rentre, ils coupaient l'électricité. Tu n'arrivais même pas à savoir qui est qui. C'était horrible. Et donc pendant cette période-là, tout le monde s'organisait pour défendre plus ou moins son quartier ou sa localité. Donc nous, on montait dans ce qu'on appelle les terrasses, donc de chez nous, et on préparait plein de trucs, des bouteilles de gaz, des pierres, au cas où. Et j'ai passé un été comme ça. J'ai passé un été comme ça, sur les terrasses, à avoir des bouteilles de gaz, des gaz butanes, des pierres, des couteaux, et tout, et en famille. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. On passait réellement les soirées en famille à déconner, à raconter des blagues, à dire n'importe quoi. J'en garde un bon souvenir. Et pourtant, on était là pour, euh, pour nous défendre au cas où il arrive quelque chose. Par exemple, je sais pas moi. C'est des Je me mécanismes rappelle, de défense psychologique. ouais, pendant ces terrasses-là, voilà, pendant que on essayait de s'organiser pour se défendre, je me rappelle qu'il y avait mon cousin, il nous a raconté, il nous a dit, hier il y a eu un faux barrage, il a donné un nom, je crois que c'était Chiraga, pour ceux qui connaissent. Il a dit, hier il y avait un faux barrage à Chiraga, et bon, les terroristes ont arrêté le bus, ils sont montés, ils ont trouvé un couple devant. Donc, il a demandé le nom de la dame avec son Kalachnikov. Il a dit, comment tu t'appelles? Elle lui a dit, je m'appelle Fatiha. Il lui a dit, ah, Fatiha, je peux pas te tuer, tu portes le même prénom que ma mère. Donc, il se tourne vers son mari, il lui dit, et toi, comment tu t'appelles? Il lui dit, je m'appelle Omar, mais dans mon quartier, tout le monde m'appelle Fatiha.
Tu vois, on racontait plein de trucs comme ça. Et ça nous permettait de dégager. Et je trouve vraiment dommage pour les Algériens en premier lieu, mais pour tous les autres. Parce que même les autres pays, ce travail de mémoire, s'il a été fait, ça aurait bénéficié à tout le monde. Vraiment. Parce que on aurait essayé au moins de comprendre. On essaie de comprendre comment on arrive au point où des citoyens tuent leurs concitoyens. Je répète, des Algériens tuent des autres Algériens. Parce que ça arrive. Donc, on aurait fait un travail de mémoire, on aurait compris, on aurait expliqué, on n'aurait pas justifié, on aurait compris, on aurait peut-être les mécanismes et tout, et ce travail de mémoire, peut-être les générations futures, pour ne pas refaire la même erreur, parce que là, si ça continue comme ça, on y va direct à refaire la même erreur, et même pour que d'autres pays dans le monde profitent de ce drame pour justement, mais Je vais j'aime pas parler de ça parce que rapidement, je voulais intervenir quand j'ai entendu le témoignage de Nour El-Houda. Je voulais te dire, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour toi et pour ce que tu as vécu et surtout le courage de t'en sortir comme tu peux aujourd'hui. Par rapport au message que je voyais tout à l'heure, je vais commencer par moi-même d'abord. Vous allez m'excuser, habituellement, je garde mon sang-froid, mais je vais me lâcher un peu. Je vais commencer par moi-même. Moi, quand j'étais en 2003, j'ai pas vécu la décennie noire en Algérie, mais j'ai vécu des attentats à Casablanca. Et j'étais en pleine dissonance cognitive et je disais la même phrase que ceux qui parlaient tout à l'heure. Ils disaient, mais ça ne représente pas l'islam. Et je veux dire à ce Amir de cette époque-là, va te faire foutre. D'accord? Je vais dire aussi à Amir d'aujourd'hui, va te faire foutre parce que tu peux pas faire plus que ce que tu fais aujourd'hui. D'accord? Comme ça, on va pas me dire que je vois que les autres. Et après, je vais dire à tous ceux qui étaient dans le live qui disaient ça représente pas l'islam, allez tous vous faire foutre. D'accord? Et tous ceux qui mettent des bâtons dans les roues pour la mémoire de ces gens-là, je vais vous dire allez tous vous faire foutre. D'accord? Et tous ceux qui ne protègent pas les apostats et qui protègent pas les victimes de ces choses-là, allez tous vous faire foutre. Et je ne vais pas arrêter, et on va tous jamais arrêter. Tant qu'il y aura des choses comme ça, on va jamais arrêter. Ne me dites pas que c'est pas l'islam. Des gens meurent, sont violés, sont mutilés tous les jours, et vous continuez pour garder votre petit Coran de merde, à me dire c'est pas l'islam. Allez tous vous faire foutre. Voilà. Tous ceux qui disent ça ne représente pas l'islam, allez tous vous faire foutre. Voilà. Le micro, Mihoub. Oui, jolie carte. Merci beaucoup. Oui. Oui, bonsoir. En fait, moi, j'allais intervenir tout à l'heure. Je voulais parler de ma publication Facebook d'aujourd'hui parce que ça m'arrive de réfléchir au-delà de mes 2 neurones de blanc. C'était croire en Dieu actuellement est un blasphème. Mais bon, c'est pas du tout le sujet. Du coup, on peut pas ne pas rebondir sur le témoignage d'une Nour. Et c'est pas tant le témoignage parce que Jack et Amina, nous on l'a vécu. Tu vois, génération 80 au-delà, on sait ce que c'est. C'était notre quotidien, c'était notre vie, c'était nos frères, nos sœurs, c'était notre sang qui a coulé à l'époque. Donc on peut pas nous faire à l'envers. Et personnellement, j'ai fait mon stage de psychiatrie l'hôpital psychiatrique d'Oran, c'est Chahmi, et j'ai eu des témoignages comme celui de Nour, mais même plus. Je sais pas si c'est plus, mais voilà, j'ai vu tout ça. Par contre, ce que je salue, ce que je trouve exceptionnel, Nour, c'est votre courage. Vous avez rebondi, c'est sûr que vous avez travaillé sur vous-même, ça se voit, ça s'entend, et ça c'est exceptionnel. Genre, on passe un mauvais date, on est déprimé pendant des semaines. Alors, franchement, je ne peux ماشي انت يا ربي ما عنديش رب انت يا ربي.
Ntia ou gars, les gens, les braves dames, les braves hommes, parce qu'on en a eu et on en a toujours. Et voilà, vous êtes notre motivation. Merci beaucoup, merci d'exister, Nor. Merci pour votre courage, merci pour votre témoignage. Il est important parce que on n'a pas fait ce qui devait se faire. Je sais pas si c'est la politique, je sais pas si c'est la France, parce que la théorie les kitschukistes, on sait très bien, c'est venu de la France, mais c'est pas la fatalité. On aurait très bien pu surpasser ça. Et autant que politicien algérien dire non, c'est pas vrai. Et voilà ce qui s'est passé. Et on va s'en sortir tous ensemble et faire un truc à la Rwanda et dépasser tout ça et travailler intelligemment. Ça n'a pas été fait, mais c'est pas. On peut toujours le faire. Il n'est pas trop tard. Et voilà. Donc croire en Dieu, un blasphème, oui. Voilà, pour revenir à mes attentions premières. Voilà. Voilà, merci Nor. Après, merci tout le monde. Hein. Merci. Merci madame. Pour moi, j'ai pris le courage parce que j'ai 2 filles, tu vois. Si par exemple, je me baisse, bien je reste dans le passé, ce qui veut dire, je suis en train d'obliger mes filles de vivre mes douleurs. Et j'ai pas le droit de faire ça. Alors, si on voit, c'est bon, si ça s'est passé, c'est le présent, je suis vivante, en bonne santé, j'ai 2 fleurs dans ma vie, je travaille, je gagne bien ma vie, c'est ça le plus important pour moi. C'est ça. Moi, quand je vois maintenant mes filles à l'aise, moi, j'ai pas éduqué, je vais pas éduquer mes filles à la mentalité algérienne. C'est pas parce que je suis pas fière d'être algérienne, je suis tellement fière, mais j'aime toujours éduquer mes filles d'accepter et de vivre avec d'autres cultures, d'autres religions, d'autres gens qui sont pas comme nous, mais on se respecte. Et ça, ce qu'on n'a pas en Algérie. Mes filles, elles étaient jamais en Algérie, à part 2 fois. Une fois avec moi et une fois avec mon père. Et il aime pas trop beaucoup rester en Algérie. C'est juste pour 1 semaine, 15 jours maximum. Et puis elles me disent, maman, on veut rentrer. Moi, j'ai ma fille, elle a 18 ans. Elle est avec moi maintenant à la maison. Et enfin, tout à coup, elle m'a dit, voilà maman, moi et 2 filles, on va louer un appartement. Et j'essaye de travailler malgré qu'elle est à l'université. Et je veux vivre l'expérience de vivre seule avec mes copines. Est-ce que vous me permettez? Malgré que ça me fait mal, parce que c'est ma fille, mais j'ai pas le droit de dire non. Parce que c'est sa vie. C'est à elle. Elle doit prendre des leçons. Elle doit risquer pour que elle sache c'est quoi la vie. C'est pas que je te donne tout et je te fais tout et tu restes bras cassés à la maison. C'est pas ça. On était en Algérie, on était comme ça. La femme, elle reste à la maison, elle n'a pas le droit de faire, elle n'a pas le droit de partir à l'université, mais non. C'est faux. Alors, qui me donne le courage vraiment, c'est mes 2 fleurs, c'est tout. Pas autre chose. Et merci pour vous. En tout cas, peu importe ta source de courage, en tout cas, on la voit, on la sent, et toute mon admiration, Anor. Merci, madame. Tu as fait monter des gens, Miro? Oui, je pense c'était une erreur avec Glovis, mais il a lâché, il voulait dire quelque chose, lui témoigner. Oui.
Ouais. Bonsoir Mehoub, Bonsoir. bonsoir Jacques Le Fou. Je suis déjà montée dans le live de Mehoub. Bon, c'était en arabe. Bon, mais en écoutant Nord, moi, bah, j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu Nord, mais quand même, je veux témoigner aussi. Moi, en fait, je suis kabyle, Jack. On était dans un village perché dans des montagnes et on était isolés et tout. Et puis un jour, il y a un groupe d'islamistes qui ont venu au village. Ils ont demandé aux villageois, demain on a besoin des femmes. Demain on revient, on a besoin que vous prépariez des femmes pour les ramener avec eux. On sait bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec les femmes. Et puis le village était choqué. On était tous choqués. Mais pourquoi ils demandent des femmes? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos femmes? Ils nous ont demandé de préparer des femmes. Bon. Et puis ils sont repartis dans les montagnes. Et puis les villageois, ils ont fait quand même une réunion. Et ils ont dit, vas-y, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas l'habitude qu'on demande des femmes. On demande des femmes. C'était grave pour nous. Donc ils ont fait comme ça des réunions pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que le lendemain ils vont revenir. Qu'est-ce qu'on va faire le lendemain quand ils vont revenir? Ils vont prendre nos femmes? Non, mais il faut trouver des solutions. Donc des hommes de village, ils ont fait une réunion, ils ont fait quand même un plan au moins pour protéger les femmes. Donc je tremble quand je raconte cette histoire. Désolée, mais je tremble vraiment. Et puis les hommes, ils ont dit voilà, avec nos trucs là de chat, comment on dit Fusil de chasse. Voilà, les fusées de chasse, ils ont dit, moi, demain, quand ils reviendront, on va se protéger avec ça et tout. Donc, tout le monde dans le village, ils sont réunis, vas-y, tout le monde va sortir sa fusée de chasse, on va se protéger quand même et tout. Et le lendemain, ils sont revenus, on a réussi quand même à les disperser et les faire revenir, À les repousser. à les repousser, voilà, à les repousser. Nous, après, la naïveté, on a dit, c'est bon, ils ont peur, ils vont jamais revenir. Après 15 jours, ils sont revenus. Mais malheureusement, on n'était pas préparés. On n'était pas préparés. Parce que on a dit qu'ils étaient peur, donc ils sont partis et ils vont jamais revenir et tout. Donc, mais non, ils sont revenus. Et ils sont revenus, mais pour prendre des femmes, hein, tout le temps, c'était les femmes leur but et tout. Mais il y avait des hommes dans le village qui ont sans rien, sans fusée, sans rien. On les a égorgés devant nous. Et puis il y a quelques-uns qu'on a ramenés avec eux. On ne les a pas égorgés, mais on les a ramenés avec eux. Entre eux, c'était mon père. Et puis après 15 jours, on jette des corps sans tête. Comme ça, on ne jette pas dans le village, mais on les jette au bord des routes entre les villages. Entre les villages, et on trouve des corps sans tête. Mais c'est rien, on a trouvé des corps, on a réussi quand même à faire des tombes et tout. Mais après juste quelques jours, on accroche des têtes sur des fils d'électricité. Ça veut dire que c'est une torture. Aujourd'hui, on vous jette le corps et demain, on veut tendre la tête sur un fil d'électricité. Bon, moi, donc quand elle a raconté ça, moi, je voulais aussi faire mon témoignage. C'est tout. Les années 90.
C'était trop dur. D'ailleurs, vraiment, je tremble quand il a raconté son histoire. Mais vous avez vécu plus? Bon, non, on était protégés par nos hommes qui étaient égorgés, oui, voilà. Mais toi, malheureusement, t'étais dans un bus, donc malheureusement. Mais courage, mais vraiment, mais Jack, comme tu as dit, on n'a pas eu, comment dire, on a laissé tout ça dans nos cœurs. On n'a pas raconté, on n'a pas témoigné. Je sais pas comment dire. Donc, désolée, mais je tremble. Ah, Donc, pardon. Et là, vous m'entendez? je voulais témoigner Allô? parce que j'ai vu des commentaires, ils disent que Nord et elle monte et tout, mais non. C'est juste la dame qu'elle est en train de parler. Donc, je voulais monter témoigner parce que j'ai vu des commentaires qui disent que Nord, elle monte. Non, on a vécu ça. Laisse tomber les commentaires, regardez, s'il te plaît. Non, mais pour moi, pas pour moi. S'il vous plaît, parle pas de commentaires, s'il vous plaît. Parce que c'est ça qu'ils veulent, s'il te plaît. Parle pas Mais Houb, en fait, moi, j'ai vu, quand Nord est raconté, il disait que voilà. On a tous vu, mais on prête pas attention à ça. C'est ce qu'ils veulent, justement. C'est des trolls, et il faut pas Mais je veux les dire, que, voilà, il y a une autre femme qui a vécu la même chose que Nord, pas la même chose, mais on va dire que, voilà, donc ça a existé en Algérie, on a vécu ça. On a vu des terroristes qui est venu pour demander des femmes, pour les ramener avec eux, pour les violer. On a vu des gens égorgés, on a vu tout ça. Donc ne venez pas nous dire que ça n'existait pas, c'est pas vrai, nanana. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Moi, je vois comme moi quand par exemple je commence à penser, je suis une femme qu'elle a eu la chance de s'enfuir, parce qu'il y avait d'autres, il y avait pas que moi, il y avait même des femmes mariées, il y avait des enfants qui étaient tués, et même quand j'ai parti, il y avait aussi des femmes là où les terrorismes étaient en train de s'enfuir. Ils ont pris avec eux des filles et des femmes qui n'ont pas arrivé à faire. Alors moi, quand je vois, j'ai de la chance. Si j'ai de la chance, il y a quelque chose qui m'attend, quelque chose de bien. Et d'autres, ils n'ont pas eu cette chance de s'enfuir et de survivre une autre fois.